Ouverture ce mardi 17 septembre du 10e congrès de l'Union nationale de la presse congolaise. C'est le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya qui a ouvert ces assises qui se tiennent au centre catholique Nganda dans la commune de Kintambo. Et puis dépôt au bureau de l'Assemblée nationale de la question orale et écrite adressée au ministre du Plan et d'Infrastructure. C'est le député national Vincent Andoulou qui en est l'auteur. Enfin, naufrage sur la rivière Kouango, le bilan est revu à la hausse ce mardi 17 septembre. On parle désormais de 4 morts, 79 rescapés et une quarantaine de disparus. Bonsoir messieurs et dames et bienvenue à ce journal vespéral de Vert Pâturage Télévision qui démarre avec le 10e congrès de l'Union nationale de la presse congolaise qui s'est ouvert ce mardi 17 septembre au centre catholique Nganda où plus de 200 professionnels des médias venus de 26 provinces de la République démocratique du Congo se réunissent durant 3 jours non seulement pour mettre en place des réformes statutaires mais aussi installer à l'issue des travaux un nouveau comité et directeur. On en parle avec Emeline et Cambidio et Francis Matondo. Le congrès de la Renaissance, ce sera donc un point pour une nouvelle histoire de la presse congolaise. L'ouverture de ces travaux d'Ibo sur une corporation unie pour un environnement sain et professionnel teinté de bonnes valeurs. Avant de donner le go des travaux, le ministre de la Communication et des Médias a exhorté les congressistes à privilégier les textes que les hommes. C'est aussi sur vous, aujourd'hui, sur vos épaules, que retombe la responsabilité de donner des réponses aux autres questions pendantes et vitales qui vont nous permettre de réaliser la salubrité médiatique conformément à l'engagement que nous avions pris face au président de la République à l'occasion de la tenue des États généraux de la communication et des médias. Les textes sont peut-être bien plus importants que les choix des individus qui à un moment ou à un autre passeront, mais les textes resteront pour nous assurer que nous avons écrit notre partition dans les changements de l'écosystème médiatique congolais. Dans son mot de bienvenue, le président ad intérim de l'UNPC a martelé sur le profil des dirigeants de cette organisation. L'Union a plus que jamais besoin d'être animée par des acteurs qui affichent un profil à même d'inspirer confiance tant aux acteurs institutionnels, non institutionnels qu'aux partenaires techniques et financiers dont l'implication dans son fonctionnement demeure incontournable. Les réformes que nous allons avoir le grand plaisir d'inaugurer à l'issue de ces assises ont savamment été préparées par les commissions ad hoc qui ont été mises en place à cet effet avec comme motivation l'ambition de répondre à chacun des vœux formulés par les États généraux de la communication et des médias. Notez que plusieurs personnalités ont pris part à ces assises, notamment les membres du gouvernement suminois, les honorables députés, ainsi que les autorités militaires. Et les congressistes attendent de ces assises des choses concrètes en vue de valoriser ce secteur 4e pouvoir en République démocratique du Congo. Bénédicte Tinayama et Francis Matondo les ont rencontrés. Les participants attendent de ce 10e congrès de la Renaissance la révision des textes qui seront mis en pratique pour banaliser la division au sein de cette union. Nous croyons, comme nous l'appelons ainsi le congrès de la Renaissance, que réellement l'UNPC des divisions, l'UNPC des conflits, l'UNPC des séparations sera bel et bien enterré pour renaître. Au regard du nombre, au regard de la représentation qui est très très importante, vous avez vu toutes les provinces, toutes les 26 sont représentées. Nous espérons que nous allons retrouver réellement la paix au sein de l'Union, l'unité au sein de l'Union, de telle sorte que nous puissions faire face à d'autres enjeux. C'est ainsi que moi j'appelle les congressistes à ne pas voir l'enjeu élection comme le plus important. Le plus important des enjeux pour ces congrès, c'est la révision de nos textes, de notre cadre statutaire qui va nous régir pour le reste
des années. C'est ce que nous en appelons vraiment qu'ils puissent lire d'une manière profonde pour que l'avenir de notre union soit bâti. Je suis satisfaite que ce jour arrive finalement, le 10e congrès, parce que nous l'avons beaucoup attendu. C'est depuis 2022 qu'on se disait qu'il y aura la tenue du congrès. Mais là, nous sommes en 2024, pratiquement après 2 ans, parce qu'il est important de relever une chose, que l'UNPC a beaucoup sombré. On a connu de moments difficiles en ce qui concerne l'Union nationale de la presse du Congo, en ce qui concerne surtout les membres du comité directeur. Mais nous pensons qu'avec la tenue de ce congrès, nous aurons des bonnes choses qui sortiront de ce congrès à la fin des travaux, parce que nous parlons d'un congrès de la Renaissance. Rappelons que ce 10e congrès de l'UNPC a réuni toutes les 26 provinces. Cette organisation des journalistes sera dotée de nouveaux dirigeants à l'issue de ces assises. Et parlons sécurité à présent. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani a inauguré ce mardi 17 septembre quelques sous-commissariats du district de la Funa. Il s'agit du sous-commissariat de Elinguissa, situé dans la commune de Ngiringiri et plusieurs autres. L'inauguration de ces sous-commissariat est consécutive à la promesse faite par le VEPM de l'Intérieur le 17 août dernier dans le cadre de sa descente d'inspection dans les 6 sous-commissariats du district de la Funa concernés. Regardez. Accompagné de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, et quelques élus du district de la Funa, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani, a d'abord entraîné le sous-commissariat de Elinguissa, situé au croisement des avenues Gambela et Ngiringiri. Et rangez, pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la remise de la clé de la nouvelle installation du sous-commissariat Elinguissa à Ngunza. Je vous invite à passer les détachements en revue. Le commandant de détachement, le commissaire principal, à vos ordres. Minimisant tout protocole et escorte, le patron de la sécurité congolaise va longer l'avenue Ngiringiri jusqu'à son croisement avec l'avenue Elinguissa pour inaugurer le sous-commissariat Ngunza avant celui d'Embole situé sur l'avenue Kimwinza au quartier Yolo Sud. 3 sous-commissariats contiennent 2 bureaux. Comme le démontrent ces images, 3 sous-commissariats contiennent 2 bureaux administratifs, 2 cachots et toilettes. L'occasion pour Maître Jacquemin Chabani Louko de remettre les clés de ses bureaux de proximité de la police au commissaire divisionnaire principal, le général Benjamin Alongaboni, ce qui traduit la volonté et la détermination du patron de la sécurité d'améliorer les conditions de travail de la police nationale congolaise afin de permettre de remplir sa mission, celle de sécuriser les personnes et leurs biens. Extendre ça dans toute la ville, dans les villes, pour renforcer la police, avoir un meilleur milieu de santé. Ici, il y a 2 mois, je crois. Ce projet de modernisation de Soussiat va se poursuivre jusqu'à atteindre les objectifs assignés. Et rendons-nous au palais des justices après une semaine de convalescence à l'étranger consécutivement au poison dû à la pollution de son cabinet. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a regagné la capitale après avoir subi des soins à l'étranger. Constant Moutamba a été accueilli en liesse par les agents et cadres de sa juridiction. Dans son mot, le patron de la justice congolaise a souligné que le poison subi était brutal, sauvage et mortel, mais grâce à Dieu, il a regagné la terre de ses ancêtres en bonne santé. Suivez.
Le ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a repris ses fonctions après avoir passé une semaine à l'étranger où il suivait des soins médicaux appropriés consécutivement aux poissons subis causés par des substances toxiques découvertes dans son bureau. Foulant les plantes de ses pieds au ministère de la Justice, Maître Constant Moutamba a été accueilli triomphalement par les agents et cadres de son ministère à la manière de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, chose qui démontre le sens des bonnes œuvres dont il est auteur dans les réformes engagées non seulement dans le secteur de la justice, mais aussi pour le bien-être de la population. Prenant la parole devant le personnel du ministère de la Justice, Maître Constant Moutamba a indiqué que l'attaque subie était brutale, sauvage et mortelle. L'attaque était brutale. L'attaque était sauvage. L'attaque était mortelle. Mais grâce à Dieu, grâce au soutien du chef de l'État, grâce aux multiples prières, nous allons poursuivre sans relâche et avec beaucoup plus de fermeté encore les réformes courageuses et audacieuses que nous avons amorcées. Seule la justice élève une nation. De tout temps, de tous les ans, de tous les siècles, il y a des hommes qui se lèvent contre les injustices. Et nous allons nous inscrire dans cette démarche-là. Nous allons démanteler tous les réseaux mafieux qui ont mis à genoux notre pays. Signalons que les enquêtes se poursuivent en vue de connaître l'origine de cet empoisonnement. Et on va rester en justice. Ouverture de la session extraordinaire du conseil d'administration du Fonds spécial d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda sur convocation du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba. Il a été question de présenter la nouvelle équipe et dresser un état des lieux du processus d'indemnisation des victimes. C'était le lundi 16 septembre. Regardez. Cette session du FRIVAO, tenue sur convocation du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a permis à ses membres de passer au peigne fin toute la situation afin de rectifier les tirs et de faire les choses suivant l'orientation et les directives émanant du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le ministre d'État Constant Moutamba pour le bien-être des populations victimes. Bienvenue particulièrement au coordonnateur AI, nommé par l'arrêté ministériel de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, après les résultats du contrôle de l'IGF au sein de notre établissement. C'est par la demande de l'autorité des tutelles que nous avons urgemment convoqué cette réunion extraordinaire pour permettre au Conseil, qui est le seul organe de décision, d'orientation, de contrôle, d'examiner certains dossiers urgents et s'assurer pour la bonne marche de notre bel établissement FRIVAO. Nul n'ignore que la coordination suspendue a été reprochée d'avoir fait la mégestion dans leurs attributions selon les dires du ministre. Quand cela ne tient, je vous demande de bien accueillir cette nouvelle équipe, de leur donner la chance de travailler comme il se doit pour que nous accomplissions ensemble les missions nous assignées par les décrets. 1. Présentation, coordonnateur AI du FRIVAO et son projet de faire des routes au conseil d'administration. 2. État des lieux du processus d'identification. Premier tiré, manuel des procédures d'identification des victimes. Il faut noter qu'au cours de cette réunion, il a été procédé à la présentation du coordonnateur adjoint de cette structure et l'état du processus d'identification des victimes à Kisangani.
Et tout à fait autre chose, la chef de l'exécutif national a déposé le lundi 16 septembre 3 projets de loi à l'Assemblée nationale. Il s'agit du projet de loi des finances exercice 2025, le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2024 ainsi que le projet de loi des finances rectificatif. Regardez. À l'ouverture de la session budgétaire à la Chambre basse du Parlement, la Première ministre, assistée par quelques membres de son gouvernement, a déposé 3 projets de loi dont le projet du budget de l'État exercice 2025, chiffré à plus de 18 milliards de dollars américains, le rétablissement de la paix, le pouvoir d'achat ainsi que la stabilisation du taux de change sont pris en compte. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais et ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi des finances 2024, la loi initiale telle qu'elle existe encore actuellement avant la rectification. Et essentiellement, nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est, injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme, on l'espère, aller vers une baisse du taux de change. Dans ce document, l'on note une augmentation de près de 14% concernant les investissements. Donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13% pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent, en continuant les réformes, sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL 145 territoires et de manière générale mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières, les routes nationales, interprovinciales, les routes de dessert agricole. Le gouvernement souminois entend tout achever avant la fin de son mandat. Notez que par la même occasion, la Première ministre a aussi déposé le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2024 et le projet de loi des finances rectificative 2024. Et parlons de ce contrôle parlementaire. Le député national Vincent Andoulou Nzongo, élu de la province de Mongala dans le territoire de Bumba, a déposé 2 questions au bureau de l'Assemblée nationale. La première concerne la question orale avec débat adressée au ministre du Plan sur les critères d'affectation des fonds en rapport au financement de 145 territoires. La seconde concerne la question écrite adressée au ministre des Infrastructures et Travaux publics pour l'état désastreux de certaines routes dès son fief électoral. Suivez les propos du député national Vincent Andoulou. 2 questions dans le cadre du contrôle parlementaire après être revenu de mes vacances parlementaires. L'une est une question orale avec débat, l'autre une question écrite. La question orale avec débat, je l'ai adressée au vice-premier ministre, ministre des Plans, pour étayer la lanterne de la représentation nationale sur la gestion des fonds que le gouvernement, à travers le ministère des Plans, a mis à la disposition de l'ONG SOCO pour exécuter les programmes du gouvernement, donc les PDF 145 territoires, dans la province de la Mongala évidemment. Donc le chef de l'État avait lancé un bon projet pour développer ce pays à partir de la base. Et il était prévu dans la province de la Mongala la construction des bâtiments administratifs, les routes de l'essai agricole, les écoles, centres de santé et tant d'autres, le marché, l'électrification photovoltaïque. Et nous revenant des vacances parlementaires, nous avons plutôt constaté la théâtralisation. Donc rien ne se fait sur terrain pendant 5 ans.
Mais les Mongolais s'étonnent qu'ils ne voient rien jusque-là. Aucun ouvrage n'est remis aux bénéficiaires jusqu'aujourd'hui. Et c'est ce qui révolte la population de la Mongala que nous représentons ici. Et c'est pourquoi ça nous a motivés de déposer cette question orale avec le débat. La deuxième question, c'est la question écrite. Nous l'avons adressée au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, M. Alexis Guizarro, pour qu'il puisse étayer les élus du peuple sur la non-réhabilitation de la route nationale numéro 6 et son bitumage. Et puis, les travaux de la revue conjointe 2023 de la stratégie sectorielle de l'éducation de la formation professionnelle ont été lancés le lundi 16 septembre par le ministre Jean-Marc Ekila. C'était en présence des représentants de la présidence de la République, de la primature, des ministères sectoriels et autres partenaires. Regardez. La revue conjointe 2023 de la stratégie sectorielle de l'éducation de la formation professionnelle est un guide pour les initiatives dans le secteur de l'éducation et la formation professionnelle. À l'ouverture des travaux, le ministre de la formation professionnelle a souligné l'importance du système éducatif de son secteur. Il est impératif de disposer d'un système éducatif performant tel que celui que notre stratégie sectorielle aspire à établir. Pour assurer la mise en œuvre efficace des activités prévues par cette stratégie, un mécanisme de suivi rigoureux a été mis en place. Ce mécanisme se concrétise par une revue conjointe annuelle, un moment clé qui permet à tous les acteurs du secteur d'évaluer les progrès réalisés, d'identifier les défis persistants et de se protéger vers l'avenir, a-t-il dit. Jean-Marc Ekila a annoncé à cette occasion la mise en place d'un plan pour définir les stratégies du secteur. Ainsi, alors que la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation approche de son terme en 2025, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'un plan du secteur sera bientôt mis en œuvre. Ce plan définira les orientations stratégiques du secteur pour les 5 prochaines années, avec pour ambition de transformer en profondeur notre système éducatif et de la formation professionnelle en répondant aux défis nationaux et aux engagements internationaux, notamment en matière d'accès à une prestation de qualité. Il est à savoir que ce plan repose sur 5 axes stratégiques, notamment la modernisation des infrastructures, l'amélioration de la qualité des apprentissages, le renforcement de la gouvernance, la promotion de la citoyenneté et des valeurs républicaines, ainsi que l'innovation et la durabilité. Et parlons du naufrage sur la rivière Kwango. Ce mardi 16-17 septembre, le bilan est revu à la hausse. L'on parle désormais de 4 morts et 79 rescapés et une quarantaine de disparus. Le vice-gouverneur du Kwango a rassuré que dans 2 ou 3 jours, la baleinière naufragée sera retrouvée. À ce jour, aucun manifeste n'a été trouvé. Le gérant et son équipage restent introuvable, chose qui a réduit au néant les efforts consentis pour l'effectif réel. Et puis la grève des agents de l'Observatoire volcanique de Goma inquiète la société civile du Nord Kivu. À en croire son président Marion Ngavo, cette situation expose la population car en cas d'une éruption, elle ne saura prendre des dispositions utiles. Une demande est donc lancée aux autorités compétentes en vue de rencontrer les préoccupations des agents de l'OVG. Suivez. La population de Goma s'inquiète du fait que la surveillance du volcan n'est pas assurée par les agents de l'OVG, Observatoire volcanologique de Goma. C'est lié à la grève qui continue au niveau de Goma, cette grève dont les agents demandent leur prime spéciale qui était déjà perçue et promis par le président de la République, mais avec le changement de cette magistrature, ils ne perçoivent plus. Donc nous nous inquiétons que le fait que nous avons les volcans actifs autour de nous, dont Nyiragongo, Nyamulagira, il y a aussi des zones avec Mazuku, comme
dans les quartiers nord de la ville de Goma, mais dans les quartiers nord-ouest de la ville de Goma, vers Seselka, vers Mugunga, mais aussi une bonne partie du territoire de Nyiragongo. Cela inquiète toute la population parce que nous nous disons, pendant ces jours, il y a déjà la température qui monte un peu dans la ville de Goma. Nous nous demandons, est-ce que nous n'allons pas encore assister à une éruption sans que la population ne soit informée sur l'évolution du volcan? Parce que quand il n'y a pas de visite des experts sur les sites, nous avons des difficultés d'être informés et des comportements à avoir si et seulement si il y a risque, n'est-ce pas, d'éruption volcanique. Nous demandons donc au gouvernement de tout faire pour mettre les agents de l'OVG dans leurs droits, leur payer leurs primes spéciales des risques qui étaient, n'est-ce pas, prévues et que l'organisation soit bien dirigée en vue d'arrêter toujours les grèves des agents. Parce que ça vaut de la responsabilité du gouvernement et s'il y a éruption volcanique, les populations doivent être informées et doivent savoir quel comportement adopter pour éviter le pire. Et restons en sécurité, mais quittons la ville de Goma pour Kinshasa, où les avenues Mouchi et Nyangwe, situées dans la commune des Lingwala, vont bientôt virer dans l'impraticabilité. Un délabrement très avancé y est constaté, causant ainsi des embouteillages et arrêt des moteurs des véhicules, alors que la saison de pluie a déjà refait surface. Les habitants demande aux autorités compétentes de trouver des solutions rapides à cette situation. La saison de pluie se pointe, les avenues Mouchi et Nyangwe demeurent dégradées. Impossible pour les véhicules de respecter les codes de la route. À ce niveau, une seule bande est utilisée à tour de rôle pour les deux directions. L'on peut y apercevoir des nids de poules bloquer les passages aux véhicules. Une sonnette d'alarme est donc lancée par les riverains. Nous sommes bloqués à Nyangwe dans un bus, faute de nid des poules, en attendant que les véhicules continuent sa course, du fait que cette route est délabrée. Le chauffeur ne maîtrise pas la route, du coup, pas moyen de partir, car nous avons déjà payé le frais de transport. Nous demandons donc aux autorités compétentes de trouver la solution à cette situation. Il faut noter que cette dégradation est causée par les manques de caniveaux ainsi que la mauvaise qualité de matériaux qui ont servi à la construction de cette route. En tant qu'architecte, j'ai une certaine connaissance du fonctionnement de les causes sont multiples. Il y a d'abord la pression que subit la route, il y a la canalisation des eaux, il y a l'entretien. Ce n'est pas seulement un seul facteur qui amène à ce résultat. Ce résultat c'est la concomitance de beaucoup d'erreurs accumulées sur le temps. La fait de Kinshasa ne peut pas à elle seule ne fonctionner qu'avec des tissus urbains type comme ça ne va pas marcher. Notez, la population de ce coin demande aux autorités compétentes de prendre cette situation à bras-le-corps avant que Dame la pluie y impose le danger. C'est un constat signé Béni Bola et Seyambavo. On va parler sport à présent. Kinshasa a désormais son marathon international. La capitale de la République démocratique du Congo accueillera le 30 juin 2025 la première édition du marathon international de Kinshasa qui va courir le dimanche 29 et lundi 30 juin sur différentes distances pour permettre à la participation d'un plus grand nombre des amoureux de la discipline. Et c'est dans ce cadre que Sébastien Botari, directeur général d'Everest Media et membre du comité d'organisation de ce premier marathon international de Kinshasa, qui a remis le lundi 16 septembre son invitation au ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo. Regardez.
J'ai eu l'insigne honneur d'être reçu par le ministre des Sports et des Loisirs pour lui remettre aujourd'hui officiellement l'invitation pour le lancement de la première édition du marathon international de Kinshasa qui va avoir lieu le 30 juin 2025, une date très importante pour les Congolaises et pour les Congolais. Et donc voilà, on a fait le point sur le dossier, les attentes qui sont les siennes. On a parlé aussi du circuit que nous allions emprunter. Nous sommes à pied d'œuvre pour que le 30 septembre, lors de la conférence de presse, nous puissions présenter cette initiative de faire de Kinshasa une capitale du sport africain. Telle est sa volonté. En ce qui nous concerne, Everest Media, qu'en Afrique, on a une vraie reconnaissance, un vrai savoir-faire, puisqu'on a organisé le marathon de Dakar, on organise le marathon du Gabon depuis 2013, et puis d'autres courses à succès. Le marathon, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'une capitale se doit d'avoir. Et cette brève, le tirage au sort de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines des handball seniors République démocratique du Congo 2024 aura lieu le jeudi 29 septembre à 20h. L'événement se déroulera à Kinshasa du 27 novembre au 7 décembre 2024 avec 12 équipes prêtes à en découdre. Il s'agit de l'Algérie, l'Angola, le Cameroun, le Cap-Vert, la République démocratique du Congo, l'Égypte, la Guinée, le Kenya, l'Ouganda, le Sénégal et la Tunisie. Nous y reviendrons. Et en dehors de nos frontières, l'école militaire malienne a été attaquée dans la matinée de ce mardi 17 septembre. Des détonations d'armes lourdes et légères se sont fait entendre. L'on parle des 2 gendarmes blessés. Regardez. Cette attaque djihadiste avait comme cible une base de drones située aux environs de l'aéroport. D'après des sources militaires maliennes, 2 gendarmes ont été blessés. Tôt le matin de ce mardi, 2 explosions se sont fait entendre au niveau de l'école de formation qui est située à la périphérie de la ville. Il y a eu également 2 coups de feu à la sortie de Bamako sur la nationale 7. Une situation qui a causé l'interruption de vol car des hommes armés ont bloqué tous les passagers qui allaient vers l'aéroport et leur ont demandé de retourner. Il est à noter qu'actuellement, le Mali lutte contre un mouvement d'insurrection mené par des groupes armés dont certains sont alliés à l'Al-Qaïda et au groupe État islamique. Et on vous rappelle les principaux titres de ce journal. Ouverture ce mardi 17 septembre du 10e congrès de l'Union nationale de la presse congolaise. C'est le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya qui a ouvert ces assises qui se tiennent au centre catholique Nganda dans la commune de Kintambo. Et puis dépôt au bureau de l'Assemblée nationale de la question orale et écrite adressée au ministre du Plan et d'Infrastructure. C'est le député national Vincent Andoulou qui en est l'auteur. Enfin, naufrage sur la rivière Kwango, le bilan est revu à la hausse ce mardi 17 septembre. On parle désormais de 4 morts, 79 rescapés et une quarantaine de disparus. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.